Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Chikoni FM. Nous sommes en édition spéciale élection législative prévue le 30 juin et le 7 juillet prochain. Et nous avons un invité parmi nous pour nous parler des enjeux de ces élections législatives prochaines. Monsieur Daniel Martial Henry parmi nous pour ce soir. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Bonsoir également à l'ensemble des auditeurs et auditrices de Chikoni FM. Vous êtes très nombreux. Les téléspectateurs sont aussi au rendez-vous pour ce soir, pour partager ce moment unique. Alors, monsieur Daniel, on aimerait bien savoir pourquoi êtes-vous candidat à ces élections législatives? Alors, d'abord, je vous remercie de l'invitation. C'est un grand honneur que vous me faites et je suis très sensible à votre radio et télé que je suis depuis très longtemps et son côté local, enraciné localement dans la commune de Chikoni est pour moi quelque chose qui me meut puisque je suis de la ruralité aussi, je suis originaire de Mzouazia et né à Passamainti, qui est aussi mon village. Et je milite pour le développement notamment du sud, de la ruralité. Je milite pour l'agriculture et je pense être là, sur ce plateau, c'est tout un symbole et un plaisir que j'ai à être là et à discuter avec vous. Donc, pourquoi je suis candidat? C'est tout simplement parce que je suis un militant politique de très longue date. Hein. Et je suis aussi un militant associatif. J'ai été plusieurs fois président d'association. Je m'intéresse beaucoup à la jeunesse et à la notion de développement. Par ailleurs, j'ai été fonctionnaire de la collectivité pendant plus de 20 ans. Et j'ai décidé en 2017 de démissionner de mon confort administratif pour devenir entrepreneur en créant une société dans l'hôtellerie et la restauration. Donc je suis profondément sensible aux questions et enjeux liés au développement. Quand je dis développement, le développement, ce n'est pas seulement une notion économique, mais le développement, c'est un ensemble de faits qui jalonnent aussi bien le domaine juridique, institutionnel, politique, culturel et social. Mais mon attrait se focalise plus sur l'aspect économique. Je suis un grand observateur de la société mahoraise. J'échange avec beaucoup de gens. Et je suis arrivé à me poser la question suivante. En 2012, nous avons connu 45 jours de grève contre la vie chère. Nous avons élu un député, lequel député a siégé les 5 ans, et à la fin, la vie est devenue plus chère qu'avant. Je ne cherche pas à indexer quiconque, puisque ce sont des questions de société. Il se trouve que, pas plus que 2 ans, nous avons élu un député sous la bannière de la lutte contre l'immigration clandestine et l'insécurité. Il se trouve que 2 ans après, la situation de l'immigration à Mayotte s'est accélérée. L'insécurité a aussi gagné du terrain. J'en veux pour preuve, pour l'immigration, les camps de migrants à Cavani, Mamoudzou, n'y étaient pas il y a 2 ans. Je ne dis pas que c'est un échec, mais je me suis quand même, nous, avec le groupe politique
auquel j'appartiens, nous nous sommes quand même interrogés pourquoi ces revendications de la population qui conduisent à l'élection de représentants nationaux aboutissent finalement à des échecs. C'est tout simplement parce que à Mayotte, nombreux sont celles et ceux qui pensent que notre salut viendra de l'État, notre salut viendra exclusivement du gouvernement. On assiste cependant à, je dirais même, un concours de voix. Celle ou celui qui parle le plus fort semble être celui qui est le plus sensible aux difficultés que nous vivons et en même temps il apparaît comme la personne le plus engagée pour nous apporter des solutions. Loin s'en faut. Parce que les problèmes de Mayotte sont connus à Paris. On n'a pas besoin d'amplifier davantage pour que l'on soit entendu, mais nous avons besoin de réfléchir profondément sur les questions liées aux enjeux du territoire pour qu'on soit compris. Alors, ces questions autour des enjeux, oui. On ne va pas s'étaler tout de suite. On va revenir. Ces concours autour de ces questionnements, autour des enjeux du territoire, vous les, en quelque sorte, vous les regroupez dans votre profession de foi. Ici, je regarde votre profession de foi, nous marque 8 points. Est-ce que vous les avez tous marqués ici, ou ce sont des cas spécifiques que vous souhaitez mettre en avant lors de ces élections? Avant de répondre à la question, fondamentalement, notre candidature s'inscrit dans une lignée de rupture avec ce qui a été fait jusqu'à là. Jusqu'à là, nous pensons que les solutions aux problèmes de crise, que ce soit la crise insécuritaire, la crise immigrationniste, que ce soit la crise de l'eau, que ce soit la crise de la vie chère, nous pensons qu'une bonne partie des solutions proviendront de nous-mêmes. Que c'est nous, ici à Mayotte, soit de façon collective à travers nos institutions ou de façon individuelle, qui sommes les vecteurs de notre propre développement. Donc ce que je propose ici, c'est une rupture, mais aussi ce que je qualifierais de révolution des mentalités. Le mot est fort, certes, je pèse les conséquences, non, je pèse sa lourdeur, mais j'assume vraiment cette définition parce que il me semble que ce soit nous-mêmes les Mahorais qui devront nous prendre en charge. Donc, les points que nous avons qui découlent de ce changement de la façon de voir la politique à Mayotte, ce sont des points sous-jacents qui sont liés à une façon pratique, terre à terre, de contribuer à résoudre les problèmes au niveau local par rapport à des actions ciblées qui convergent tous vers l'amélioration de bien-être de la population, mais aussi et surtout le développement des filières économiques créatrices d'emplois. Parce que l'emploi est au cœur de notre action politique. Alors déjà, on peut tout de suite amorcer et vous poser une question. Quels sont les différents secteurs, peut-être, qui pourraient être plus concrets, votre discours, pour rendre plus concret votre discours? Quels sont les différents secteurs que vous développez, que vous protégez aujourd'hui? Je voudrais, par exemple, prendre un problème particulier et le mettre en adéquation avec des actions particulières. Je prends par exemple l'insécurité qui nous frappe sur ce territoire, qui menace notre existence. En matière d'insécurité,
je voudrais rappeler que des grandes villes comme Tananarivo à côté, comme Dar es Salaam en Tanzanie, il y a quelques années, personne n'osait, avant 2002 à Madagascar, personne n'osait aller dans ces territoires-là parce qu'il y avait une insécurité exagérée. Mais ces pays, notamment surtout à Tanzanie qui a réussi, et même à Madagascar, à l'époque de Ravalomanana, quand ils ont compris qu'en fait, la lutte contre l'insécurité revêt de deux interventions. La répression, avoir des mesures de coercion, c'est-à-dire de répression, réprimer les délits de façon forte, mais en même temps proposer une politique de développement qui crée de l'emploi pour occuper la jeunesse. Madagascar a pu sortir à l'époque de Ravalomanana. Il y a eu un regain d'insécurité. Aujourd'hui, on peut circuler à Tananarive dans certains endroits sans être inquiété. À Tanzanie, pareil. Parce que les pays, surtout à Tanzanie, le pays se développe terriblement. Se développe terriblement, se développe vraiment. Ce qui fait, ici à Mayotte, il y a deux enjeux en matière de sécurité. L'État doit intervenir, puisque ce sont ses missions régaliennes, pour déployer les forces de l'ordre et encadrer les violences. Mais cela ne pourra résulter d'efficacité que si, parallèlement, on développe l'activité économique. Il se trouve que l'activité économique est aux mains de la collectivité départementale, qui a en charge de promouvoir le développement de Mayotte. Donc, nous passons le temps à dire que l'État ne fait rien, mais même si on mettait tous ces jeunes dans un enclos surveillé par des milices ou l'armée, cela ne résoudrait pas des problèmes si on n'arrive pas à les occuper. Du coup, notre première action, c'est de former la jeunesse dans des secteurs porteurs. Et tout le monde le dirait, pareil. Mais pour nous, quels sont les secteurs porteurs? Pour venir plus terre à terre, nous proposons fondamentalement ce qu'on appelle une stratégie d'industrialisation de substitution. Qu'est-ce que c'est? L'industrialisation de substitution est le fait de pouvoir réaliser localement ce que nous importons. D'accord? Je ne dis pas que nous allons fabriquer des clous, mais des filières. Il faut identifier des filières comme le volaille, par exemple, des filières comme l'artisanat, notamment le mobilier, la filière des mobiliers, et d'autres filières. Pourquoi? Parce qu'il faut identifier des produits que nous importons qui sont facilement qu'on peut facilement produire sur le territoire de Mayotte, quand bien même cela nécessiterait une formation, par exemple, de 1 an ou de 2 ans des jeunes en amont. Et ces produits-là doivent avoir le caractère d'être volumineux. Parce qu'en économie, il y a ce qu'on appelle les masses critiques. Les masses critiques, ce sont des quantités, c'est un niveau de production minimum pour pouvoir générer une activité économique dans une filière. C'est pour ça que nous avons parlé des mobiliers et nous avons parlé, par exemple, de la filière volaille, vu les niveaux de consommation. Et il y a d'autres produits aussi qu'il faut identifier.
Si par exemple sur notre territoire, le plus grand consommateur, c'est des produits mobiliers manufacturés, c'est les services de l'État, ce sont les administrations publiques en général. Si on pouvait faire en sorte que ces administrations publiques, au lieu d'acheter à l'extérieur, achèteraient les produits dans les unités de fabrication locales, le volume d'activité qui serait généré par ces activités, la commande qui serait générée au profit de ces unités de production locales serait assez suffisant pour pouvoir rendre dynamique le territoire sur le plan économique et former des jeunes pour pouvoir les embaucher. C'est un gisement d'emploi. Il y a aussi, par exemple, en matière d'agriculture, les filières volailles. Tout ce qui concerne, par exemple, la farine de manioc ou la farine de maïs. Pourquoi c'est des produits? Parce que ce sont deux produits qui sont abondants à une période donnée, par exemple pendant la période pluvieuse. Ce sont des produits qui sont facilement, qu'on peut s'aimer facilement, ce sont des produits qu'on peut produire facilement, quelle que soit la morphologie du terrain, qu'on le soit en pente ou en plaine. Parce qu'on ne peut pas imaginer que dans nos territoires, pendant le mois de Ramadan, on importe de la farine de manioc ou de la farine de maïs, alors que nous sommes l'île la plus fertile de l'océan Indien. Effectivement. Du coup, c'est ça notre stratégie, c'est de recentrer le développement sur Mayotte. C'est ce qu'on appelle le développement endogène, pour pouvoir créer suffisamment d'emplois pour les jeunes. Parce que un jeune qui a son emploi, ce n'est pas un jeune où il faudrait positionner un gendarme ou un policier pour le surveiller. Donc, l'État doit jouer son rôle régalien en matière de sécurité, mais la collectivité doit aussi jouer son rôle en matière de développement pour arriver à endiguer le phénomène de la violence. Et on va être très vite limité en matière d'approvisionnement, en matière première. Comment y parvenir? Alors, je prends l'exemple de la boiserie. Par exemple, les mobiliers. Aujourd'hui, il y a deux choses qui sont en train de se faire. Les mobiliers qu'on réalise aujourd'hui, les mobiliers design, c'est design à l'œil nu, mais ce n'est pas suffisant, on n'utilise pas suffisamment du bois brut. Souvent, ce sont des produits dérivés, d'accord, ou des rabots que l'on peut acheter facilement à l'extérieur, premièrement. Deuxièmement, nous sommes situés à côté des grands pays, les plus grands producteurs de bois dans le monde. En Tanzanie, par exemple, ou au Kenya. Je suis moi-même allé jusqu'à Mombasa, visiter le port de Mombasa, qui est un port d'éclatement régional. Et quand vous voyez la quantité de bois que produit le Kenya, ou qui viennent des forêts équatoriales d'Afrique, et ce sont deux pays qui ne sont pas très loin de chez nous. Donc, l'acquisition de la matière première, l'achat de la matière première, nous est à la portée de main. Ce qu'il faudrait imaginer, c'est ce qu'on appelle... Il faudrait que ces unités de production, ces artisans, qui ne seront plus des artisans à l'échelle où je vous parle, qui passeront
au niveau industriel, puisque je veux bien ici parler de phénomène de masse, qu'il y ait une forme de coopérative pour qu'ils achètent de façon groupée avec un central d'achat de tous ces bois au niveau local. Mais il faut aussi les former. Bien sûr, j'ai parlé de ces filières parce que en matière d'artisanat, pour former un jeune, vous n'avez pas besoin de 5 ans ou de 7 ans. En l'espace de 2 ans, vous pouvez former un menuisier à très haut niveau. Et je connais aussi quelques jeunes Mahorais aujourd'hui qui ont fait des formations de designers en mobilier. Ça existe à Mayotte. Malheureusement, les filières ne sont pas ici pour les exploiter. Ils préfèrent rester à métropole. Et en matière d'agriculture, par exemple, la filière volaille, la matière première, j'ai dit tout à l'heure qu'il faudrait développer la production de farine de blé, non, farine de maïs. Et si nous inscrivons dans le développement de l'agriculture primaire, d'accord, nous pouvons nous ressourcer en même temps en matière première pour nourrir le volaille, mais aussi passer au niveau industriel de la transformation. Les mabawa qui nous arrivent ici, c'est des produits qui sont transformés. Les poulets n'arrivent pas. Voilà. Donc, quand on dit transformation, il ne faut pas voir seulement le côté corned beef, mais la transformation, ne serait-ce que le découpage. Et là, je vais terminer sur cette question imminente, parce qu'en parlant d'industrie, nous ne parlons pas des industries qui sont sous la main des multinationaux, mais c'est des industries à taille humaine, ce qu'on appelle les micro-industries, adaptées à la réalité locale, dimensionnées par rapport à notre échelle démographique. Merci de nous être fidèles. Je m'oriente autour de votre profession de foi. Et dedans, il y a pas mal de points et je m'intéresse à la qualité de la vie. Il y a la forme de solidarité que vous tenez ici. Alors, vous parlez, vous mettez les deux ensemble. Vie chère, solidarité. Pourquoi? Alors, ici, en matière de vie chère, par exemple, pour lutter contre la vie chère, ce n'est pas seulement en imposant des boucliers tarifaires, puisque depuis 1978, la France a adopté des mesures de libération de la fixation des prix qui se font au gré des marchés dans un système dit libéral. Donc, mais la solution pour la vie chère, c'est la production au niveau local. Parce que pour pouvoir réduire les prix, il faut produire en masse. Il faut produire en masse. Aujourd'hui, vous voyez comment la banane coûte cher à Mayotte, parce qu'elle est devenue un denrée rare. C'est la raréfaction qui fait que les produits soient chers. Mais le développement c'est le développement de Mayotte, le développement de la production au niveau local qui serait la solution pour pouvoir réduire les prix au niveau et lutter contre la vie chère. C'est pour ça qu'en 2012, on a raté le coche parce que on a pensé que c'est l'État qui devrait imposer les prix, alors que les prix dans un système libéral comme le nôtre s'autorégulent au gré du marché. Donc, on a parlé de vie chère et de bien-être parce que nous sommes aussi favorables au développement
d'une agriculture vivrière. D'une agriculture vivrière. C'est-à-dire que ici à Mayotte, l'avantage que nous avons, c'est que chaque famille a un lopin de terre pour pouvoir cultiver. Ça, c'est un modèle de société que vous ne retrouverez pas aux Antilles ou à La Réunion. Donc, permettre à la population, notamment ceux qui sont démunis, de renouer avec les activités qui sont liées à la terre. Ne pas les décourager. Et de la pêche artisanale. Aujourd'hui, les règles qu'on nous applique entraînent un effet d'éviction de nos pêcheurs traditionnels au niveau du lagon. Donc, c'est adopter des règles qui soient adaptées à la réalité locale pour pouvoir maintenir ces activités vivrières, que ce soit agricole ou que ce soit pêchière. En ce moment, ces activités vivrières stagnent parce qu'on est aussi confronté à d'autres problématiques. Les vols dans le champ, la destruction de nos champs par des individus qui viennent de partout, qui pénètrent nos champs et qui détruisent tout et qui volent tout. Nous avons pensé à cette situation. Il y a les vols, certes. Des réflexions sont en train d'être menées en ce moment pour pouvoir avoir une traçabilité des produits quand on les achète sur le marché. Mais la solution pour nous serait de identifier des zones potentielles où on peut développer des activités agricoles, c'est-à-dire concernant les au-delà de l'activité, je dirais, vivrière, je parle ici du côté des activités agricoles, mais de façon professionnalisée. Il faut identifier des zones où l'on pourrait faire un captage d'eau, d'irrigation, s'approprier les terrains où vont se déployer ces zones agricoles au sens propre. Pas des zones agricoles, des zones d'agriculture. Parce qu'une zone agricole, c'est une zone où on peut potentiellement faire de l'agriculture, mais moi je parle des zones agriculture, c'est-à-dire ce sont des zones d'exploitation de façon réelle. Donc, identifier des zones à fort potentiel, mettre en place des équipements structurants de stockage d'eau et d'irrigation, discuter avec les propriétaires de ces terres, soit les louer sous forme de bail précaires, ou en tout cas les inciter eux-mêmes à développer ces activités, mais c'est sûr et certain que le meilleur serait d'aller vers un système de bail, privilégier un système de bail au profit des jeunes qui seront formés dans l'agriculture pour pouvoir réaliser, produire des produits agricoles dans ces zones qui sont bien identifiées pour gagner en économie d'échelle. Parce qu'on ne peut pas faire des voies ou des routes pour aller dans l'exploitation de chaque personne. Il faut plutôt, je dirais, faire un regroupement, faire un système mutualisé. Et les pays qui ont pu s'en sortir dans leur développement, ce sont toujours des pays, la plupart du temps, qui ont commencé par des révolutions agricoles. Par exemple, ce sont des pays qui ont fait leur révolution agricole, qui ont pu accéder à des révolutions industrielles et à des révolutions du secteur tertiaire, notamment administratif et commercial. Et à chaque fois qu'il faut un développement agricole, il faut des réformes qui soient assises sur une logique de production, agricole. Et ici, à Mayotte, où il y a très peu de terres
disons, de terre plate, il faut identifier ces zones-là, voir s'il y a, par exemple, des rivières ou des ruisseaux à côté pour pouvoir faire des captages d'eau et irriguer un ensemble d'activités qui seraient déployées dans ces endroits-là. Et ça serait facile à surveiller par rapport au vol. Et je vais passer par dire que s'il y a beaucoup de vols, c'est parce que la banane est devenue un produit de qualité. Mais si nous arrivons à produire en masse, cela, dans des endroits bien identifiés et surveillés, cela réduirait beaucoup les problèmes liés au vol dans les champs. Merci pour ces précisions. On continue toujours notre balayage, notre étayage autour de votre profession de foi. Le volet formation, éducation, formation. Nos jeunes partent et ne reviennent plus pour cause d'insécurité, par manque d'infrastructures, manque d'emploi sur le territoire. Avez-vous une solution à cela? Alors, nos jeunes partent et ne reviennent pas. Ils sont diplômés en plus. Diplômés. Et vous dites que c'est parce qu'il y a l'insécurité. Je pourrais vous l'accorder, mais il y a quand même une nuance à apporter, c'est que les jeunes qui partent se former à métropole et qui ne reviennent pas ou plus, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ces jeunes-là... Qu'est-ce qui manque à Mayotte pour qu'ils reviennent? Oui, je viens venir justement. Ces jeunes-là, avant c'était des... Aujourd'hui c'est des jeunes, mais il y a des gens de ma génération qui sont restés là-bas. Ils ne reviennent pas. Il y a, c'est vrai, cette question de sécurité, mais aujourd'hui, mais avant, il n'y avait pas cette question de sécurité et ils ne sont pas revenus. Mais pourquoi? C'est tout simplement parce que notre génération, qui ont au moins la cinquantaine aujourd'hui, on a commencé à fréquenter l'école en début des années 80, à une période où Mayotte manquait lourdement de cadres administratifs. On est une génération qui a été formée pour occuper des postes dans l'administration. D'ailleurs, à ces époques, au niveau des lycées, vous avez par exemple une classe de terminale A qui faisait la littérature, une classe qui faisait les sciences, et puis il y avait 3 ou 4 classes au lycée qui faisaient les séries G1, c'est-à-dire administration pure et secrétariat, et G2 qui était administration, mais aussi comptabilité. Et là, on est une génération qui a été formée pour travailler dans l'administration. Il se trouve qu'à partir des années 2000, à l'époque, je me souviens, le préfet Bell avait sonné, avait tiré l'alerte. Les administrations ne pouvaient plus embaucher de personnes qui revenaient à Mayotte. Moi qui vous parle, j'ai fait 2 ans de chômage, parce que j'ai été formé pour travailler dans l'administration. J'ai fait 2 ans de chômage. Ça, les gens n'y croient pas. Ils pensent que parce qu'à l'époque, son père était encore influent, et ceci et cela. Mais non, j'ai fait la demande d'emploi comme tout le monde. Mais j'ai passé 2 ans pour avoir un emploi. Et je n'étais pas le seul. J'avais des amis qui étaient aussi des diplômés universitaires, qui avaient subi plus ou moins la même situation. Mais qu'est-ce qui manquait à l'époque? Justement, les administrations étaient saturées. Déjà? Oui, en 2000. Seulement, nous n'avons pas pensé, dès cet instant, à orienter les formations dans les filières professionnelles et techniques. C'est là où nous avons raté. C'est là où nous n'avons pas été au rendez-vous. Mais il n'est jamais trop tard. Parce que si vous remarquez bien la société mahoraise aujourd'hui, c'est vraiment une question très importante que vous posez. Vous constatez que les jeunes qui reviennent,
ce sont les jeunes qui ont les formations, qui ont des qualifications en main-d'œuvre. J'en connais beaucoup. Des électriciens qui sont revenus, des plombiers qui sont revenus, et parfois même ils disent que j'étais à Métropole, j'avais mon entreprise de plombier. Et ils reviennent ici, ils créent leur entreprise. Ce sont ceux-là qui reviennent. Mais ceux qui sont formés dans les filières générales, d'accord, ceux qui sont formés dans la bureautique ne reviennent pas. Donc, c'est pour ça que nous, au niveau du MODEM, et en particulier de notre candidature, avec Madame Jeanne Bébé, que je rends hommage, nous proposons le développement des filières techniques et professionnelles. À côté d'un lycée général, on crée un lycée professionnel et technologique. Au passage, je rappelle qu'il y a eu un projet ici à Mayotte d'AFPA. Avant l'AFPA, il y avait un projet, je ne vais pas trop revenir sur l'histoire, mais il y avait un projet de AFPA en 1994. Et jusqu'en 2004, 10 ans plus tard, ce projet n'a pas pu voir le jour jusqu'à ce qu'on l'oublie tout simplement. Donc, on ne passe pas suffisamment à la formation des jeunes. Ici, quand je parle formation, je ne parle pas de ces centres de formation qui existent ici à Mayotte, qui s'apparentent plus à des garderies pour des adultes. Je parle vraiment des formations soutenues de 2 ans minimum et qui aboutissent à des qualifications réelles. C'est qu'après 2 ans, on a son certificat, son CAP, qui te permet de travailler et qui donne confiance à celui qui fait appel à vos services. C'est de ces formations-là que je parle. Donc, et nous, c'est vraiment là où nous voulons mettre l'accent. Et on ne va pas former pour former. Mais on va former parce qu'on a une stratégie de développement, parce qu'on a des objectifs de développement qui appellent à de la main-d'œuvre. Quand je vous dis, par exemple, tout à l'heure, qu'il faut développer la filière artisanale, par exemple, liée au mobilier d'équipement. Donc, on forme dans ce secteur-là parce que, parallèlement, on a une stratégie de développement qui aurait besoin de ces jeunes qui sont formés. Et dans le tourisme, par exemple, aujourd'hui, on forme des jeunes dans le tourisme, mais après, qui ne travaillent plus dans le tourisme. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de développement des activités liées au tourisme à Mayotte. Nous, ce que nous proposons pour pouvoir créer des hôtels à Mayotte, c'est que nous avons remarqué d'abord que les grands groupes hôteliers internationaux ne veulent pas prendre le risque à Mayotte pour construire, mais ils sont prêts à exploiter. C'est la création d'une agence à Mayotte, une agence d'investissement. Mais pour un jeune Mahorais, c'est encore une niche, peut-être une opportunité à récupérer. Là, j'en viens. Justement, je ne parle pas de niche, parce que pour faire de Mayotte une destination touristique, il nous faut au moins 800 chambres d'hôtel de standing international. C'est ce qui cale avec les avions moyens porteurs. Et ce développement-là ne doit pas se faire petit à petit, mais ça doit se faire par à-coup. C'est-à-dire on donne un coup sûr et on lance l'activité. Et là, cette agence-là, cette agence d'investissement dans le secteur touristique, qui serait
une forme de groupement d'intérêt public où il y aurait la collectivité, l'État, les communes ou certains promoteurs privés, investisseurs privés. Et c'est cette agence qui construit les hôtels et on les met en location à des promoteurs privés sous forme de leasing. C'est-à-dire, supposons l'agence qui appartient au Conseil général, par exemple, ou à l'État, comme la CIM, l'exemple de la CIM avec les logements locatifs. L'agence construit, il met en location aux promoteurs sous forme de leasing. C'est-à-dire que les collectivités récupèrent leur argent petit à petit, jusqu'au bout de 15-25 ans, ils aient tout récupéré et que ces hôtels deviennent privés. Nous avons aussi pensé qu'il faut créer une banque d'investissement à Mayotte. La loi de 2001 autorise le conseil départemental à faire ce qu'on appelle des crédits à taux bonifiés. D'accord? Et ces crédits à taux bonifiés, le conseil général peut le faire par rapport, en respectant des ratios par rapport à son budget global. Député que je serai, si les Mahorais me donnent leur confiance, je vais faire de la veille juridique. Quand il y a une loi, je vais en parler, sensibiliser les élus, que, attention, il y a cette loi-là qui nous favorise dans tel domaine d'activité. Et il ne faut pas l'oublier, mais il faut qu'on fasse en sorte qu'on en tire pleinement les avantages. Et on fera de la veille juridique. Et donc, ce banque, parce qu'aujourd'hui, quand vous allez faire un emprunt, tous ces banques, sans chercher à critiquer quiconque, mais ce sont des banques qui viennent de l'extérieur et qui n'ont pas suffisamment d'informations sur Mayotte, sur ceux qui veulent entreprendre, qui n'arrivent pas à maîtriser suffisamment les risques qu'ils prennent. Mais donc, il faudrait cette banque qui financerait les activités, des activités, c'est-à-dire comment je dirais, qui financerait la création, le développement d'entreprises majeures sur le territoire. Et donc, ces stratégies de développement bien ciblées, bien identifiées, qui appelleraient à de la main-d'œuvre, nécessitent à ce qu'on anticipe pour former la jeunesse dans les filières qui sont identifiées. Et c'est ça notre stratégie de développement de façon plus concrète. Merci. Il nous reste encore 10 minutes avant de terminer notre belle édition pour ce soir. Je vais vous poser une question assez globale, plus globale pour votre candidature aussi. La gestion de la crise liée à l'eau, crise hydrique, liée à l'environnement aussi, associée à la loi Mayotte. La loi Mayotte peut être mise en suspens, mais la crise de l'eau continue. D'ailleurs, aucun candidat ne serait soucié de cette problématique liée à l'eau. On a l'impression qu'on est peut-être habitué. Êtes-vous habitué à cette problématique? Je ne suis pas habitué à cette problématique parce que je ne suis pas déjà adepte de visions apocalyptiques. Moi, je crois toujours à l'avenir, mais je ne suis pas fataliste. Je ne reste pas à ce que ça soit la nature qui fasse tout à ma place. Mais j'essaie d'agir. Et en matière les problèmes de l'eau, la solution résiderait. Il y a une solution double. D'abord de court terme. À court terme, aujourd'hui, il y a des dispositifs, d'accord, de stockage d'eau qui existent et qui coûtent à peu près des petites unités de stockage d'eau qui existent, qui coûteraient à peu près 3 000 € achat plus installation. Je prends l'engagement, si les Mahorais me font leur confiance, de doter tous les foyers, parce que nous sommes à peu près
dans les 400 000 habitants aujourd'hui, et chaque famille compte en moyenne 5 personnes, et les 2000 ou 3000 foyers mahorais, les 20 000 ou 30 000 foyers mahorais, équipaient toutes les maisons de Mayotte de ces petites unités de stockage d'eau avec une charte de l'ARS pour contrôler la potabilité de ces eaux-là. Nous avons calculé et évalué le coût à 200 millions d'euros. Comparé à tous ces projets d'investissement qu'on va faire, c'est-à-dire que 200 millions d'euros, c'est à notre portée, avec une contribution des collectivités, une contribution de l'État. C'est à notre portée. C'est à court terme. Et à long terme, il n'y a pas d'autre solution. Les osmoseurs, je ne suis pas contre, mais ce sont des unités qui nécessiteront beaucoup d'entretien et qu'on ne peut pas maîtriser à long terme. La solution viable pour nous, c'est la retenue collinaire. Ce dossier doit ressortir et doit être mené jusqu'à terme. Et troisièmement, c'est l'environnement. Parce que le vrai problème de Mayotte aujourd'hui, c'est que nous sommes sur une terre, sur une île où la terre est très argileuse. Quand on coupe les arbres, la terre se compacte rapidement et l'eau n'est pas ruisselée jusqu'aux nappes phréatiques, mais ça descend plutôt directement au niveau de lagon. Donc c'est développer, c'est avoir une politique de reboisement. Aujourd'hui, le Conseil général emploie 3000 agents, dont beaucoup ne sont pas suffisamment occupés. Excusez-moi. Donc c'est redéployer cet effectif pour redéployer cet effectif pour accompagner cette politique environnementale. Mais c'est aussi, parce qu'on est un pays où il y a 47% de chômeurs, c'est aussi créer des emplois précaires, négocier avec l'État, des emplois précaires qui soient spécifiques à Mayotte, pour donner de l'emploi, quand bien même précaire, c'est-à-dire moitié SMIC, où les gens travailleraient pour accompagner aussi cette politique de reboisement et de plantation. Et là, nous pouvons résoudre ce problème à l'horizon de 15 ans. Mais je voudrais finir par un point qui m'a sidéré, c'est que nous avons vécu la crise de l'eau, et cela fait maintenant 2 ans, nous continuons à acheter de l'eau minérale à l'extérieur, alors que, moi je vois, les syndicats des eaux, par exemple, initier une stratégie. Je vois bien les institutions publiques, que ce soit à l'initiative du Conseil général ou des syndicats des eaux, à travers une société d'économie mixte, d'accord, qui produirait de l'eau minérale sur le territoire et en finir avec l'importation. Je ne comprends pas pourquoi dans ce territoire on se complaît à chaque fois à importer alors que beaucoup de choses sont à notre portée. Et justement, notre politique, nous, c'est de rompre avec cet état d'esprit à la fois passif et attentiste qui t'a à considérer que tout provient de l'État. Notre objectif, c'est de croire en notre force en tant qu'humains, à notre force intellectuelle et physique pour pouvoir nous inscrire tout et chacun de façon inclusive ou bien les collectivités comme force de développement
comme vecteur de notre propre développement. Et ça, c'est possible. Moi-même, je l'ai fait. J'étais dans l'administration, j'ai quitté pour aller dans le privé. Il y a beaucoup des amis que je connais qui ont suivi le même chemin. Et s'ils sont arrivés, pourquoi les autres n'arriveraient pas? Merci. Une dernière minute pour vous adresser aux Mahorais. Vous regardez ces deux caméras, vous vous exprimez aux Mahorais qui souhaiteraient vous voter en tant que leur futur ou bien évidemment leur député d'ici demain. Alors, Mahorais, Mahoraises, très chers citoyens, le 30, dimanche 30 prochain, vous allez élire votre député à l'Assemblée nationale. La liste, la candidature que je mène avec ma suppléante Jeanne Bébé, nous avons mis en avant le slogan « La Mouha ». La Mouha, c'est un terme mahorais qui est à la fois gastronomique et culinaire. Il faut citronner la sauce. Le citron, c'est ce qui réveille, c'est ce qui dynamise, c'est ce qui propulse, c'est ce qui renforce. Pourquoi? Parce que nous pensons réellement que une bonne partie des solutions à nos problèmes viendront de nous-mêmes. Donc c'est pour ça que nous disons la Mouha, réveille-toi, parce que vous êtes la force, vous êtes les yeux, vous êtes l'esprit, vous êtes l'intelligence de ce pays, vous êtes la force vive de ce pays, et on a besoin de vous pour bâtir ensemble une société nouvelle, prospère, digne, et qui permet de résoudre les problèmes de chômage, de lutter contre l'insécurité, de lutter contre l'immigration, de lutter contre cette crise de l'eau, de lutter contre ces embouteillages incessants du territoire. Nous venons avec notre profession de foi que nous considérons être une solution de nos problèmes. C'est une solution pour l'avenir, c'est une solution pour Mayotte de demain. Et nous comptons pour vous, sur vous le 30 juillet prochain. Merci. À très bientôt, Monsieur Daniel, et puis bon courage à votre équipe. C'est moi qui vous remercie, Marcel. Je voulais dire mon tonton Marcel. Et voilà, j'espère pouvoir revenir ici au second tour, discuter avec vous. Merci, bon courage, au revoir. Merci.